tous les jours, des centaines de podcasteurs meurent de faim. Vous aussi, vous pouvez les soutenir. Comme El Pouillou, Siobhan, Tot et Carotte. Donnez. We are the world. C'est ça? Ouais, c'était ça, c'était leur idée. La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Et bonjour à tous, émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels. Pour cela, donc Thio est toujours présent, je suis en train de vous parler. J'ai avec moi tu commences par toi, carrément toujours, comme ça. en même temps, je parle. Ok, t'as raison. Avec moi, j'ai mes deux acolytes, Tizak. Hello. Faut que je le présente ou pas, Pied? Non, mais on l'oublie. On l'oublie? On l'oublie aujourd'hui. Salut Pied. Salut. Et donc, deux invités exceptionnels, Morgane et Margot, qui vont nous parler, qui sont venus en fait pour nous parler de Scrooge Mystery. Scrooge Coin. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi les Scrooge, Tizak? Parce que c'est toi qui es anglophone. Je ne sais pas. Il faut demander en fait à nos deux invités. Bonjour les invités. Bonjour, Coin. Alors, Scrooge, comme vous l'aurez imaginé, c'est Picsou, le canard le plus riche du monde. Et donc, de Scrooge Mystery, c'est le mystère Picsou. Donc, le mystère Picsou, un documentary, comme c'est noté sur la page de Kickstarter, qui parle principalement des fans de Picsou à travers le monde, et notamment du fan qui a créé lui-même son propre réseau de fans, Keno Don Rosa. Exactement. Voilà, c'est bon, j'ai bien résumé le projet. C'est parfait. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'être là. Ouais, mais quand On même, est resté quand même, on a des questions. parce que moi je suis chiant. Pas de souci. Donc un Kickstarter qui demandait 25 000 € pour finir le film, qui en a récolté 39 000 pour le moment, 39 133 en très très peu de temps. Et il reste donc, à l'heure où nous enregistrons, 20 jours, parce que bien sûr il y a des stretch goals, dont celui à 50 000 qui permettrait de ne pas utiliser un smartphone pour filmer. J'exagère un peu. C'est ça. Parce que surtout que en plus c'est un smartphone qui date d'il y a 4 ans, donc ce serait bien au moins d'avoir un iPhone pour filmer, quoi. Ah bah oui, c'est clair. D'où le stretch goal à 50 000. Oui, non mais au prix des iPhones maintenant, je veux dire... C'est ça. Merci à vous d'être venus, ça nous fait grandement plaisir. Alors Morgane, toi tu es le réalisateur du film, et Margot, toi tu es le soutien psychologique et surtout qui gère le crowdfunding en lui-même. Exactement. Toute la logistique derrière. Exactement. J'aide Morgane dans tout ce qui est logistique et brainstorming sur toutes les récompenses et comment communiquer auprès des fans pour se faire connaître et faire connaître ce projet et ce Kickstarter en fait. Oui, parce qu'on a déjà reçu des auteurs de BD qui ont lancé leur crowdfunding, que ce soit du Kickstarter, du Ulule, du Patreon ou du Tipeee, quoi. Et c'est vrai que on se rend pas forcément compte que gérer un crowdfunding, c'est beaucoup de travail. Et nous, par exemple, on a eu beaucoup d'illustrateurs qui nous disaient, on était bien contents de lancer notre crowdfunding, mais à partir du moment où on devait gérer notre crowdfunding, on se mettait déjà en retard sur nos délais. Exactement, c'est énormément de boulot. On se rend pas compte, mais voilà, juste de réfléchir à des récompenses qui feraient plaisir aux fans et qui les inciteraient en fait à venir participer à ce projet et soutenir la création de ce documentaire, c'est quand même du boulot. Mais voilà, je pense que c'est aussi une question de faire de la veille en fait, de toujours être là pour répondre aux questions des fans sur les récompenses, sur tout ce qu'ils veulent en fait autour du projet. Donc, faut toujours être là, en fait. C'est ça. Oui, ça demande une Et certaine moi, je suis toujours là, avec Morgane, sur ce projet. Et d'ailleurs, avec une aussi grande absente qui est Laura Gidrol, qui est notre productrice, Exactement. et qui s'occupe aussi en amont de toutes ces questions-là. Et on la salue au passage, si elle écoute à un moment donné. Parce que c'est sa mission, la productrice, d'aller chercher des sous. Non, la productrice, en théorie, elle fume des cigares et elle gueule sur le réalisateur parce qu'il bouffe tout le budget. C'est pas ça? Oh, t'as mis un blanc, là. J'ai mis un blanc. Est-ce qu'elle fume des cigares? Peut-être que j'ai mis un blanc parce que...
Ou il y a eu un délai? Si, je crois que c'est un petit peu ça. Je crois que c'est un petit peu ça. Et puis surtout, son rôle, je crois, c'est aussi de m'engueuler quand j'ai des idées qui vont coûter trop d'argent. Ah oui, c'est carrément avant même que ça ait coûté du pognon, ouais, c'est bien. Oui. Ça, c'est Oui. ça, c'est une prod vachement réactive. Elle te l'a pas laissé carte blanche, c'est bien. Alors, C'est une très bonne justement, parce que là, on parle donc de Picsou, et pour un personnage qui est quand même aussi emblématique, on va dire, peut-être de l'enfance de beaucoup de monde, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir comment chacun d'entre vous avait rencontré Picsou dans votre vie, quoi. Alors, Morgane, commence. Alors, moi, En théorie, si t'avais été poli, t'aurais dit odeur de dame, tu vois. Ouais, non, mais Pierrick, il a rien à dire. C'est pour ça que je demande. Ah, ok, d'accord. Oh non, en fait, moi, quand j'étais petit, un jour, mes parents m'ont dit tiens, on te donne tout ce que tu veux, achète-toi un magazine. Bon, tout ce que tu veux, c'était 20 francs à l'époque. Une fortune pour l'époque. Bah exactement. Et moi, je regarde un petit peu tous les trucs, et puis je vois ce canard, je me dis, tiens, c'est dans les deux sens du terme, donc le magazine sur le canard, et je me dis, tiens, c'est intéressant. Et là, mes parents se disent, ah non, Picsou Magazine, c'est la honte, quoi, c'est pas culturel, etc. Mais bon, je l'achète quand même. Avec quel âge Bah, à peu je près? devais 22 ans. Hein 8 ans à l'époque, 7-8 ans. Ouais, quand même. Et du coup, je me prends le truc, j'ai trouvé ça génial, et forcément le mois d'après, je me dis je vais l'acheter. Et là, mes parents, ayant compris le truc, se disent non, on ne donne plus d'argent, tu ne vas pas t'acheter Picsou Magazine, en tout cas on t'abonne pas. Et du coup, moi, j'avais été tellement frappé par les histoires, je crois qu'il y avait déjà un peu de Don Rosa dedans, que je me suis dit bon je vais travailler, je vais faire mes petits trucs, je sais pas, je vais faire la vaisselle et j'aurai de l'argent de poche. Et avec mon argent de poche, je m'achetais Picsou Magazine tous les mois. Donc je n'ai jamais été abonné, mais à chaque fois j'achetais mon Picsou, et à force, ça a passé le côté de l'affront aux parents pour devenir une passion absolue. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le personnage de Picsou. Donc c'était Picsou Magazine, hein, pas les super Picsou géants, pas les Mickey. Oui. Non. Et toi, Surtout pas. Alors, tu nous as dit que c'était pas une grande lectrice de bande dessinée, mais est-ce que quand même Picsou, tu l'as J'avais rencontré? quand même, quand j'étais petite, justement, moi, c'était plutôt des Picsou géants, etc., qui traînaient chez moi, dans les maisons de vacances de famille. Donc, voilà, j'étais quand même assez familière du personnage, même si j'ai pas été aussi fan et impliquée que Morgane. Mais c'est surtout, en fait, justement, avec ce projet-là, ça m'a fait vraiment découvrir ce personnage de Picsou, et à travers Don Rosa, qui est en lui-même un personnage à part entière. Et donc voilà, j'ai vraiment, en participant avec Morgane à son projet, il m'a un peu transmis ce virus-là et ce goût-là pour ces histoires assez incroyables. Donc, Alors, Pipier, toi, Moi- ta rencontre? Alors, comme beaucoup de gens, hein, c'est les vieux albums de Picsou à la couverture cartonnée déchirée qui traînent dans toutes les Maison de vacances. les caves et maisons de vacances. Puis non, j'ai toujours lu beaucoup de BD, vous le savez. Hein. Et puis oui, ça a été les Picsou Magazine. Alors moi, j'étais abonné au journal de Mickey, hein, j'avoue. C'est à ça que mes parents m'avaient abonné. Mais j'ai toujours préféré les aventures de Picsou et le personnage qu'il y avait derrière. Puis il y a eu les dessins animés aussi, hein, la bande à Picsou qui a un peu marqué beaucoup l'enfance, quoi, parce que on avait notre Indiana Jones à nous. Hein, c'était un peu ça l'idée. Flag Jones. Bref, c'était voilà, non. Et ça a d'ailleurs bercé toute mon enfance au point que on se foutait de ma gueule Sa au fille collège. s'appelle Daisy. Alors. Non, faut pas abuser. Zaza, franchement. Mystique. Ouais. Non, en gros, on se foutait de ma gueule au collège parce que je disais encore des Picsou, quoi. En même temps, faut arrêter à un moment donné. Hein. Jamais. Il y a des choses que tu ne fais plus en public. Après, c'est de la lecture de toilette, quoi. Oh. Pardon. Non, ça se vend sous le manteau. Tu fais Et toi, ça avec Thio ce coin sombre. Mais moi, en fait, j'ai pas rencontré Picsou au départ. J'ai d'abord rencontré les Castors Junior. Parce que c'était. Ah, c'est ton côté scout, ça. Non, c'était en fait le seul truc que ma mère me filait quand j'étais malade.
elle me filait les Castors Juniors de mon frère et du coup je lisais les Castors Juniors et donc j'ai rencontré Picsou comme ça. Elle te donnait même pas un Doliprane quand t'es malade. Parfois. Mais Ah putain. fallait vraiment être très Là, malade. c'est vraiment à la dure quand même. D'ailleurs, Non, c'était la lecture de malade en fait, les Castors Juniors et Ouais. c'est là où j'ai rencontré Picsou. d'ailleurs, D'ailleurs, avec Castor Junior, je crois qu'on peut faire un Doliprane soi-même. Il faut prendre 3 herbes en La menthe, sauge. 3 la sauge, et c'est bon. Bah, tu as le manuel des Castors Juniors, tu as plusieurs éditions qui mais en fait, disons que maintenant, grâce au smartphone, il devient un peu plus crédible. C'est-à-dire que tu peux tout avoir dans ton livre. D'ailleurs, moi, il y a une question que je me pose, c'est que pendant très longtemps... Excuse-moi, je vais juste quand même Ouais. interroger Ah, la 5e personne qui est à cette table. Oui. Oui, je c'est-à-dire ne fais pas Tizak. que le service des cocktails en fait. Ah, Bonjour. c'est vrai, je crois que tu avais déjà répondu, excuse-moi. Ben en fait, moi je vais faire un peu la même réponse que toi, Pied-Pied, puisque moi c'était aussi les Picsou Magazine et les géants, Maxi et compagnie qui traînaient, alors en cartonné principalement, mais qui traînaient chez Manounou, qui avait 2 enfants plus grands que moi. Et qui donc laissaient traîner leur BD et notamment du coup les Picsou à disposition. Donc voilà, on a fait un petit tour. Ouais, on y maintenant, était tous, quoi. Moi, On je sait veux comment on l'a rencontré. sur un point, parce qu'on a tous rencontré le personnage, mais les auteurs, c'était toujours super galère, parce qu'ils étaient très rarement crédités quand on était gamin dans les Picsou, et tu vas aller reconnaître le style d'un auteur ou d'un autre. Et il me semble que c'est un rédacteur en chef qui est de chez Disney, enfin des éditions Hachette Disney qui publiait ça. Je crois que c'était Jean-Paul Genquin qui avait commencé à s'intéresser aux auteurs. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de découvrir enfin, Don Rosa, entre autres, parce qu'avant ça, on ne savait vraiment pas qui travaillait sur ces bandes dessinées. Toi, Morgane, est-ce que tu avais fait des recherches de ton côté, ou est-ce que c'est ce côté éditorial qui avait été rajouté après un peu de temps qui t'a permis de savoir qui faisait les BD que tu aimais, quoi? En fait, je crois que c'est à partir du moment où Pascal Pierret a pris comment dire, la direction de Picsou Magazine que ça a commencé à arriver. Moi, ce qui est à peu près le moment où enfin, un peu plus tard, moi, où j'ai commencé à lire ça. Et effectivement, quand la jeunesse de Picsou a commencé à être publiée, soudain, le nom de Don Rosa est devenu une marque. C'est devenu quelque chose voilà, il y avait un nouveau Don Rosa, et au lieu de dire il y avait une nouvelle histoire de Picsou, c'était il y avait un nouveau Don Rosa. Et là, soudain, il y avait un grand sourire, quoi. Pareil pour les inédits. Don Rosa, c'est pas mal de couvertures inédites dans Picsou Magazine à partir du numéro 300. Et pareil, c'était un plaisir. C'était la pin-up. Voilà, ils avaient Playboy, moi j'avais Picsou. Ah, c'est Oula. Playduck. Playduck, ouais. La C'est un peu Playduck. triste, non? Dans Howard the Duck, c'est ce qu'il prend. Enfin, j'avais 12 ans, donc. Dis maman, on peut avoir des canards à la maison. J'aime beaucoup les canards. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours tout transformer en quelque chose de sale? C'est pas possible, Oui. ça, cette maladie. mais du coup, ouais, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que le nom de Don Rosa est arrivé, et où on a vu que Karl Barks existait, surtout que Karl Barks, je crois, est mort en 2001. Et du coup, il y a eu pas mal de rétrospectives à partir de ce moment-là, en disant voilà, il y a 2 gros auteurs de Picsou qui sont Karl Barks et Don Rosa, et c'est devenu une partie ancrée en tout cas de mon enfance. Moi, la partie auteur, c'est assez rigolo parce que pour le coup, quand j'étais gamin, je m'y intéressais pas du tout. Ce qui fait que, alors que j'avais lu beaucoup de Picsou quand même, malgré tout, c'est quand on en a parlé il y a peut-être pas si longtemps que ça, que le nom de Don Rosa m'est apparu. Je ne connaissais absolument pas, et puis je m'étais jamais posé la question de qui était l'auteur de Picsou. Alors, c'est pas le seul pour le coup, mais je ne m'étais jamais posé la question. Mais si tu te renseignes un petit peu, t'as une flopée d'auteurs italiens, parce qu'en gros, c'est parmi les plus gros producteurs de BD Disney à l'heure actuelle, les Italiens, qui arrivent sur de la BD un peu plus classique, qui font des trucs fantastiques. Et tu prends n'importe quel auteur italien un peu connu maintenant, si tu fouilles un peu, tu verras qu'il a fait du Picsou, du Mickey ou un truc dans le genre, quoi. Oui, à un moment donné, les chemins se sont croisés. Voilà, c'est assez rigolo parce qu'on connaît tous Picsou pour le coup, et je suis absolument persuadé que pas forcément grand monde, enfin, des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la bande dessinée, ne connaissent pas et ne se sont jamais posé la question de qui était l'auteur de. Alors que bon, pour un Lucky Luke, voilà, pour un Astérix, voilà, pour un Picsou, voilà. La question Mais peut c'est aussi rester le complètement principe, entière et du coup, ça peut être très intéressant d'avoir des informations par le biais du documentaire, quoi.
Mais c'est aussi le principe du documentaire, voilà, c'est d'apporter ces réponses-là, et de voir en fait qui est l'homme derrière ce canard en fait. C'est ça. Et en plus, son histoire est vraiment passionnante quand on se plonge un peu dans cette histoire. C'est un délice à écouter et il raconte d'une manière en plus vraiment, je sais pas, captivante. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'est venue cette idée de documentaire. Je pense que tous les auteurs de Picsou sont des personnages en soi, parce que pour s'attaquer à un tel personnage, un canard qui a de l'argent, ou alors on fait ça pour de l'alimentaire, mais c'est quasiment tous les auteurs en général ont un rapport particulier avec ce canard, et c'est assez intéressant. Et cette idée dont vous étiez en train de parler, qui est que on se pose pas forcément la question et on a l'impression que c'est un personnage universel, c'est une politique qui vient de Disney. Disney veut justement, en tout cas, imposer pendant très longtemps que les noms n'apparaissent pas, pour la simple raison qu'ils veulent qu'on ait l'impression que ce personnage est créé par une seule personne ou par une armée de personnes, mais qui est pas de nom défini. Ouais, d'auteurs associés qui pourraient du coup se vendre. Voilà. Enfin, il y a sans doute encore des histoires financières là derrière. Mais maintenant qu'ils ont Marvel, on leur a expliqué que des auteurs font vendre, et que donc, même quel que soit le personnage, donc qu'il faut en profiter. C'est ça. Alors, du coup, justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce projet, à se lancer sur ce documentaire Qu'est-ce qui a lancé, quelle idée, une rencontre ou c'est l'idée germée déjà? En fait, moi, en 2005, quand il était arrivé à Angoulême pour la première fois, donc en France pour la première fois, Don Rosa, j'y étais allé, et 3 personnes avant moi, il avait arrêté de faire des dessins, des dédicaces. Alors forcément, Tu l'as attendu à la sortie avec une barre en fond, déguisé en Rapetou pour pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Une mauvaise casquette, un t-shirt à rayures. Et voilà, tout simplement. Mais du coup, non, je me suis dit à ce moment-là, c'est pas possible. Un jour, il va falloir que je rencontre cet homme, et il va falloir que j'ai mon dessin quand même un petit peu. J'ai attendu 6 heures pour l'avoir, donc je le retrouverai. Et quand il est arrivé en France en 2013, pareil, tout était bouclé. Tout le monde avait pris des billets pour Angoulême, pour les différentes librairies où il allait faire des dédicaces. Mais entre-temps, j'étais devenu réel, et j'avais une caméra, et je me suis dit tiens, et si j'y allais avec une accrède. Donc j'ai appelé Angoulême, j'ai appelé les librairies, je leur ai dit voilà, est-ce que je pourrais faire un petit reportage sur la visite de Don Rosa. Ils m'ont dit oui, aucun problème forcément, quand vous y allez. Donc, c'est un conseil que en 2013, ils étaient plus cool sur les accrèdes. je Parce que apparemment, c'est plus compliqué maintenant. moi je donne quand même un conseil à vos éditeurs. Si vous avez une caméra, vous pouvez toujours essayer. Parfois ça marche, parfois ça marche moins. Mais du coup, j'ai fait un petit reportage sur sa venue, qu'il a vu, qu'il a beaucoup aimé, et il m'a envoyé un email pour me remercier, me dire voilà, si vous avez envie de m'interviewer, vous pouvez venir chez moi. Avec votre caméra. Aux États-Unis. Il habite aux États-Unis, oui. Ça fait cher l'interview. Ça fait cher l'interview, mais je dois avouer que là, mon petit cœur d'enfant et puis de recalé en 2005, il était ah ouais, pourquoi pas. Mais en fait, je lui ai répondu non. Je lui ai dit non, on va pas faire un film de vacances. On va pas faire Morgane va aller filmer Don Rosa chez lui parce que personne ne veut voir ça. On va faire un vrai film, et on va faire quelque chose d'intéressant. Et au même moment sortait l'album de Tuomas Holopainen, le leader du groupe Nightwish en Finlande. Il avait fait un album entier comme une bande sonore à la jeunesse de Picsou, qui est l'œuvre phare de Don Rosa. Et du coup, je me suis dit, mais attends, je suis pas le seul à être passionné par ce mec, je suis pas le seul à lire ses histoires, et je suis pas le seul à vouloir créer des œuvres entre guillemets. Je sais pas si ce que je vais faire est une œuvre, mais en tout cas ce que d'autres ont fait, des produits artistiques assez fous. Et je me suis rendu compte que c'était pas que Tuomas Holopainen, il y en avait un autre, il y en avait un autre, il y en avait un autre, et soudain je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un film pour parler de ces gens-là.
parce que Don Rosa à la base c'est un fan. C'est ce que je me suis rendu compte dans le premier petit reportage que j'ai fait en 2013, c'est que c'est vraiment un fan. Il était gérant d'une entreprise de carrelage à la base et il a tout abandonné pour pouvoir faire Picsou, donc c'est quand même fou. Et du coup voir un petit peu justement toute cette histoire, et c'est comme ça que le projet de Scrooge Mystery est né. Et du coup, tu es arrivé directement à cette formule-là, ou est-ce qu'il y a eu des évolutions dans le projet? Tu y allais dans un sens, puis tu te dis non, peut-être que je vais faire autre chose. Alors moi j'y ai réfléchi pendant un an, donc c'est en 2013 qu'il m'a proposé, ça a mis bien un an pour écrire le scénario, pour réfléchir, mais très très vite on est arrivé à cette formule-là. Très vite on est arrivé à cette idée. Alors moi je me suis dit aussi bon parce que je suis pas du tout réalisateur de documentaire à la base. Je fais beaucoup de courts-métrages, de publicités, donc de choses très narratives. Et donc je me suis dit bon bah comment faire un documentaire, qu'est-ce qui va intéresser les gens, et le seul documentaire que j'ai vu qui ne m'a pas fait chier, c'est le mystère Picasso. C'est pour ça que le film s'appelle Le Mystère Picsou. Le Mystère Picasso, c'est un film de 56 où Picasso dessine et la caméra est derrière le canevas et on voit tout le dessin apparaître. Et donc ça c'était l'idée de base. C'était voilà, on va voir Don Rosa qui dessine, la caméra est en dessous, on va voir les dessins. Bon, mais qu'est-ce qu'on va mettre, de quoi on va parler. Et comme je le disais, il y a eu l'album de Tuomas Holopainen. Très vite, on s'est dit bon, on va diviser en plusieurs parties. Pourquoi pas en 12 chapitres, puisque la jeunesse de Picsou c'est 12 chapitres, et on va avoir 12 fans qui vont nous... Ouais, non, parce que là, sinon, on faisait un film de 4 heures. on s'est dit, bon, le canard, c'est intéressant, mais enfin, on va limiter un petit peu quand même. Et du coup, voilà, en un an, avec un producteur américain qui s'appelle Sam Rappold, qui est un ancien collègue dans la pub à moi, parce que j'ai travaillé aux États-Unis principalement. Et il a adoré le projet. Et on est parti là-dessus. J'ai rencontré Don Rosa chez lui, c'était en octobre 2015. Non, en octobre 2014, pour lui dire voilà le projet, est-ce que ça vous tente, est-ce qu'on y va? Il m'a dit bah c'est très bien, je connais plein de fans inspirés, je vais vous donner une liste. Et à partir de là, voilà, on est aujourd'hui très très avancé là-dessus. Au niveau de justement de tous ces fans que tu as rencontrés, donc tu parlais de, alors je vais essayer de bien le prononcer parce que je vais pas m'en sortir. Tuomas Holopainen. Tu l'as dit vachement vite. Oui, c'est pour noyer le poisson. C'est pour noyer le poisson. Donc effectivement, on s'attend pas du tout à ce que quand on connaît un peu Nightwish, on peut pas associer Nightwish à un canard. Ça semble assez étrange. Mais t'es allé chercher des fans un peu dans beaucoup de domaines. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces personnes que tu as rencontrées? Bien sûr. En fait, ce que j'ai fait, c'est que Don Rosa m'avait aussi raconté l'histoire d'un type qui était devenu millionnaire en s'inspirant des histoires de Don Rosa. Et donc je me suis dit, il faut qu'on l'ait, lui. Il faut absolument qu'on l'ait. C'est intéressant comment il a fait. Je suis sûr que les gens veulent avoir un guide étape par étape, donc autant l'avoir dans le film. Et aucune trace, aucun moyen de l'avoir. Et je me suis dit, on va lancer un site internet. De scroogemystery.com, le mystèrepixou.fr, où les gens pourraient s'inscrire et dire moi j'ai fait quelque chose, voilà ce que j'ai fait. Donc on n'a pas retrouvé celui qui était devenu millionnaire, bon tant pis, mais on en a trouvé plein. On a trouvé des gens qui avaient fait des bouquins, on a trouvé des gens qui avaient fait, il y a Denis Tepe qui a fait tout un modèle en Lego du coffre de Picsou en suivant les plans de Don Rosa qui avait fait des études d'ingénieur à la base. Et Denis Tepe, ça lui a pris 10 mois et $10,000 à faire. Donc c'est pas le petit projet qu'on fait avec ses enfants dans un coin, quoi. Il allait à fond. J'ai rencontré la première thésarde sur Picsou, qui est donc une doctor pour la blague, et qui est en Finlande forcément, puisque tous les Finlandais sont obsédés avec Picsou. Je n'ai pas rencontré un seul Finlandais qui n'avait pas appris à lire avec Picsou. Et donc du coup voilà, c'était assez fou. Ensuite on a eu un producteur américain qui a fait des petits films indépendants qui s'appelle Transformers. Pas si vous connaissez, petit budget, voilà, une série de 5 films, je crois. Pareil,
Oui, petit budget. Il a été inspiré par Don Rosa, mais plus ce qu'il a fait avant, tout son travail dans les fanzines. Apparemment, ça lui a donné la force de se dire, on peut faire de la pop culture, on peut en vivre, et c'est pas un rêve, c'est pas juste des geeks dans un côté. La pop culture, c'est quelque chose qui mérite d'exister, et c'est quelque chose que porte Don Rosa, puisque, comme je le disais, il est vraiment fan dès le départ, et il transmet ça aux gens, donc c'est assez incroyable. Donc on a plein de gens comme ça, d'univers et d'horizons différents, mais qui, à un moment donné de leur vie, ont été inspirés par ce canard ou par Don Rosa. Mais bon, Don Rosa, toute sa vie, a été inspiré par le canard, donc ça fait un peu domino. Et qui chacun ont grandi, mais vraiment avec ça. On a aussi un développeur de Angry Birds qui a caché des petits trucs parce qu'il est fan de Don Rosa. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve partout, et c'est une culture un peu universelle. Et c'est ça qui est intéressant. Bien. Et là, du coup, sur le documentaire, vraiment, vous en êtes où? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dessus? Justement, il nous reste à rencontrer tous ces fans-là. On a rencontré le premier, Dan Rosa. On a quasiment tout filmé. On a quelques petits tournages là en juillet, mais on a quasiment tout fini. Maintenant, il nous reste à aller voir les fans, à leur demander ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils peuvent montrer, etc. Et c'est pour ça que ça nous a semblé naturel dans le crowdfunding de demander aux fans de financer la partie sur les fans. Voilà. Exactement. C'est une bonne boucle qui se boucle pour le coup. Et donc, il y aurait combien de voyages à organiser pour y arriver, et combien de temps ça prendrait? C'est 14. Ouais, là, dans l'idéal, on va dire, si on atteint justement notre stretch goal, on va faire ça cet été. Alors, je sais plus combien de pays il y a, mais en tout cas, il y a 12 pays. Il y a 12 pays, la Finlande, la Suède, la Norvège. Oui, la Norvège, le Danemark. Donc tous les pays du Nord où vraiment il y a un énorme engouement pour le personnage Picsou et pour Don Rosa. Après, on va aussi en Espagne, on va en Angleterre, en Égypte. Ça, on a vraiment hâte d'aller là-bas. Il fait chaud l'été là-bas. En fait, on vous demande de nous payer nos vacances. Voilà, c'est tout. Voilà. Okay. Sponsorisé par Fram et Géo, c'est ça? C'est ça. Non, mais en fait, les aventures de Picsou, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que c'est un globe-trotter, et dans le film, on va le retrouver. On a même quelqu'un là récemment, on est en train de discuter en Nouvelle-Zélande, qui a été inspiré pour faire des choses et qui travaille aujourd'hui avec Weta. Oui. Petite boîte à la base, oui. Voilà, c'était une petite boîte à la base. Maintenant, c'est devenu reconnu. Avant qu'ils aient fait le Seigneur des Anneaux, ils étaient tout petits. Voilà. Si vous avez une petite place dans une valise, je peux tenir une perche, je peux tenir un parasol ou un parapluie, faire les lessives, cirer les pompes. On prend tout. Ton passeport est à jour? Mon passeport est à jour puisque je n'en ai pas, donc il est impeccable. On va le dessiner. Oui, donc en gros, on est vraiment... c'est Picsou qui traverse le monde pour rechercher les pépites, et vous recherchez les pépites de Picsou à travers le monde. C'est joliment dit. Oh la vache, mais un copyright, ils vont te le piquer, Pierrick. Trop tard. On l'a déjà écrit. On l'a déjà tweeté. Non, on est sur le site de l'INPI, donc dès qu'il y a une phrase, on rentre. Putain, ça dégaine, ouais. Non, mais on voit qu'il est dans du visuel, il maîtrise. Ah non, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Les niveaux de la technique, justement, tu parlais de cette façon de dessiner, de voir Don Rosa qui dessine. Le dispositif, ça a été compliqué à mettre en place? Ou ça a marché tout de suite? Alors, on a fait des tests. Et quand on tourne en pellicule, ça coûte très très cher de faire des tests. Mais en fait, le test n'était pas tant sur l'appareillage, puisqu'il suffisait d'avoir une table en verre avec un drap noir tout autour, donc ça reste relativement simple. La grosse technique, c'était le papier. C'était de trouver un papier qui puisse qu'on puisse voir les couleurs à travers, qu'on puisse voir les traits à travers, sans que ce soit trop fin,
mais sans que ce soit trop épais et qu'on ait un beau grain à l'image. Donc, je peux vous assurer qu'on a testé une centaine de papiers, qu'on a choisi un papier que Don Rosa déteste, et je crois que je recevrai des emails jusqu'à voilà, mais qui rend incroyablement à l'écran. Les feutres aussi, les feutres. Et les feutres, bien évidemment. Ouais. Pour avoir il, la a dû belle- il a dû adapter ses outils. Mais sa technique à lui pour le. Au Alors, pas contraire, tant la- matériel, ouais. Pas tant la technique, mais surtout, surtout les Mais t'as quand délais. même essayé d'être au plus proche de ce qu'il fait d'habitude et on le voit assez bien. D'ailleurs, même juste dans la bande-annonce, on le voit avec ses outils à lui, ses gabarits, ces choses comme ça. Et c'est assez intéressant de voir l'envers du décor, justement. Oui, Je parce pensais que pas ce qu'on qu'il utilise faut. je pense pas qu'on utilise un gabarit pour faire les yeux dans Picsou, quoi. Je crois que c'était fait à main levée, moi, dans ma tête. Ouais, moi aussi. Et- Mais en fait, tout le monde le fait avec son crayon à papier. Mais Dan Rosa, comme lui, n'a jamais fait d'études artistiques, n'a jamais appris à dessiner. Lui, n'a appliqué tout ce qu'il a appris en tant qu'ingénieur à son dessin. Et donc, il dessine vraiment avec des outils d'ingénieur, avec des gabarits, des plumes de différents niveaux, des compas, des règles. Ouais. C'est assez beau à voir. En fait, il paye des gens pour faire le boulot à sa place, quoi. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Ah, ça va être sympa, la Il est face pas- cachée de Don Rosa. Ça va être beau, ça, tiens. Oui, d'ailleurs, en fait, on est parti là-bas. Il nous a demandé de dessiner tous les Picsou. On savait pas quoi faire. Et... La jeunesse de Picsou 2. Justement, c'est ça qu'on voit à l'écran et qu'on le voit se faire dans le documentaire. Ces dessins-là, ils sont disponibles sur le crowdfunding, en fait. Voilà. Après, c'est forcément la récompense la plus... C'est un petit budget quand même. Hein. oui. Elle est en train de vendre le truc là. Ah, mais c'est mon boulot, quoi. Oui, c'est le côté marketing qui revient au galop. Elle est payée à la com. Ouais, elle prend 2500 par portrait, c'est un petit peu cher, on est obligé de les mettre à 3000, c'est pour ça. Tu m'étonnes. Mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'on précise sur le site que c'est pas le papier, le feutre idéal comme le voudrait Don Rosa. C'est voilà, vraiment un peu des accessoires en fait de film. Et c'est aussi ça, je trouve, qui font leur valeur. Non, en fait, on a clairement créé, comme si on avait créé des accessoires avec ces portraits, parce qu'il fallait que ça fonctionne pour nous, il fallait que ça fonctionne à l'écran, mais il fallait que ça fonctionne aussi pour Don Rosa qui puisse dessiner en toute quiétude. Et au final, je pense que ça a plutôt bien marché. Et comme le disait Margot, il suffit de regarder la bande-annonce pour voir voilà à quoi ça ressemble, parce que le documentaire est composé à gros 2/3 de ces dessins. Chacun ont été filmés d'une façon différente. On va pas tout spoiler, mais bien évidemment, sinon ce serait un petit peu chiant de voir à chaque fois la même chose. En fonction des thématiques, en fonction de ce dont on parle avec Don Rosa, on a différentes façons de montrer ces techniques, le dessin, et ça dit beaucoup de lui, la façon dont il dessine. Mm-hmm. D'accord. D'ailleurs, votre relationnel avec lui, ça s'est passé comment sur place? J'imagine que c'était quelqu'un de très ouvert vu la proposition qu'il a faite à Angoulême suite au documentaire que tu avais pu faire. J'imagine que c'est quelqu'un de très abordable, de très accessible. Maintenant, dans son quotidien à lui, ça s'est passé comment? Bah, c'est un grand-père gronchon. Je vois pas d'autre. C'est-à-dire qu'il est adorable. Il est adorable, mais il a ses humeurs et il a ses obsessions et il a ses capacités à toujours nous étonner. Et, par exemple, à un moment donné, il y avait l'équipe technique qui était en train d'accrocher les lumières et boum, il est arrivé en charentaise. Il est monté sur l'escabeau. Il a accroché le truc avec sa clé et c'était assez surprenant de voir ça. Il voulait tout faire. Il est très curieux. Il s'intéresse à tout. Donc non, Et il est vraiment impliqué aussi dans le projet. Ouais. Et ça fait plaisir à voir justement que lui-même s'implique dans ce projet et même dans le crowdfunding. Il est à fond, quoi. Et ça fait plaisir. Il a racheté ses dessins. Il rachète ses planches? Il rachète ses planches pour que. Bon, d'accord, il était en bisbille avec Disney pour ça, mais c'était... Là, il vous coupe l'herbe sous les pieds quand même. Hein. Oui, c'est un petit peu beau. Non, il est vraiment comment dire. Il est très curieux, comme je le disais, et puis à travailler avec lui, c'est en fait on a un relationnel où on se lance des idées et ça rebondit.
C'est-à-dire que il y a des fois, il me dit mais vous voulez pas faire ça comme ça et Il y a un échange, il est pas passif par rapport à tout ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'est un vrai échange et du coup, ça fait plaisir de faire un film avec quelqu'un qui est impliqué dedans. Bon, après, il faut pas hésiter à lui dire non quand ça marche pas. Oui, c'est le revers de la médaille, c'est que du coup, il faut être vraiment directif à certains moments. Ouais. C'est comme un acteur, c'est pareil. Est-ce qu'il est plus grand que Tom Cruise? Oui. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont plus grandes que Tom Cruise. Ah en même temps, il faut trouver les talonnettes pour Charentaise, j'ai envie de te dire. C'est pas évident non plus. En termes de financement, donc vous êtes lancé sur un Kickstarter, mais vous avez essayé des financements plus traditionnels dans le domaine du documentaire? La drogue, la prostitution, tout ça? Dans le documentaire, pas trop en fait. Vous seriez étonné. Oh. Des révélations. Des révélations. Une révélation exclusive sur le monde du documentaire français. Écoutez, nous, moi, dès le départ, j'ai voulu que ce soit produit classiquement parce que je voulais pas demander de l'aide aux fans. Je me suis dit qu'ils paieraient très bien le film quand il sera fini et que ils auraient plaisir à aller le voir au cinéma plutôt que de nous aider à le financer. Mais dès mars 2015, moi, j'avais contacté pas mal de boîtes de prod. En France, j'en avais contacté 85. Sur ces 85 boîtes de prod, on n'a eu qu'une qui était intéressée par le projet. Intéressant. Oui, ça réduisait beaucoup. Parce qu'on me disait que c'était pas un sujet français, Picsou, et que du coup, forcément, ça n'intéressait pas. Alors que Picsou est lu par 1,3 million de lecteurs encore en France. Donc ça en fait un sujet quand même assez français. Et donc du coup, on a eu une boîte de production qui s'appelait Les Films du Paquebot. On a fait un petit montage, je vais vous passer tous les détails, mais en été 2016, c'est une boîte qui a fait faillite. Et en faisant faillite, elle a entraîné les 4 autres boîtes de production qu'on avait sur le projet dans le monde. Et donc du coup on s'est dit zut alors on n'a plus personne et comment on fait? On avait déjà commencé le tournage mais là c'était un petit peu embêtant. On avait eu quelques petits fonds, des tout petits trucs mais ça nous permettait de lancer la machine et c'est à ce moment-là où il y a eu un crowdvoting. C'est comme le crowdfunding mais les gens ne donnent pas d'argent donc moi j'étais ravi parce que je déteste demander de l'argent aux gens donc il fallait juste cliquer pour voter pour le projet et on l'a eu. Ça a été impressionnant après 3 semaines d'une campagne. Beaucoup trop de suspense. Moi, j'ai fait 2 crises cardiaques pendant ces 3 semaines. Et on a eu une petite bourse d'un groupe qui s'appelle The Audience Awards. Et ça nous a permis de faire le premier tournage le premier vrai tournage avec Don Rosa en janvier dernier. Et c'est pour ça que là, comme on a vu que c'était plus possible d'avoir une boîte de prod, on s'est dit on va le produire nous-mêmes et puis on va faire un crowdfunding et en 2 jours, on a eu ce qu'on demandait. Donc, même à l'international, chercher des producteurs américains, vu que c'est quand même une personnalité américaine. Vous avez essayé ou bien c'était trop compliqué? Mais ils ne savent pas qui c'est Picsou. Moi, je demandé chez Disney, peut-être qu'ils le connaissent encore. Chez Disney, ils nous ont pas répondu à nos emails, donc on attend. mais là, si vous nous écoutez, c'est un peu trop tard. Mais non, moi j'ai parlé avec les chaînes de télé américaines et ils ne connaissent pas Picsou parce que c'est un personnage qui n'a pas été publié pendant 40 ans là-bas. Et donc du coup, à part la bande à Picsou, ils connaissent pas du tout. Et c'est vrai que à chaque fois que je leur parlais de ça, ils disaient mais vous parlez de Mickey? Non, pas Mickey. Non, c'est pas la même chose. C'est la souris, non, celui qui fait qu'un coin. Alors c'est Donald. Non, c'est l'oncle. Ah mais non, on connaît pas. Donc du coup, ça devenait un petit peu compliqué dans les meetings. Et puis dès qu'on prononce le mot Disney, forcément les gens ont un petit peu peur. Donc du coup, non, on a une prod aux États-Unis, mais c'est une prod indépendante et pour le moment, c'est produit principalement par ce qui se passe en France avec le crowdfunding. D'accord. Mais et puis c'est possible. Maintenant que on est vraiment dans ce crowdfunding et on voit un peu l'engouement qu'il y a autour de ce projet-là, je sais pas, ça tombe un peu sous le sens aussi justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment la boucle est bouclée quoi. C'est un film sur des fans et financé par des fans, ça nous paraît logique quoi en fait maintenant. Comment est-ce que Don Rosa le vit ça justement, le fait qu'il y ait un film sur lui?
de son vivant, entre guillemets. Je veux dire, c'est quand même assez rigolo de faire un hommage sur soi-même pendant qu'on est vivant, et à partir de la fanbase, ça sort pas de nulle part, quoi. Bah, je pense que lui, il était pas, enfin, il était pas pour. Il était pour que je vienne l'interviewer pour mon petit truc, mais pour le convaincre justement de faire le film, il a fallu passer par les fans parce qu'il voulait pas que ce soit un film que sur lui. Il aime pas l'idée il aime pas l'idée qu'il soit une certaine célébrité. Oui. Il est très terre à terre et tant mieux. Il faut qu'il le reste. Maintenant, je pense qu'il est rassuré de voir que c'est un projet qui parle de lui en tant que fan et pas forcément en tant que artiste, en tant que créateur ou je ne sais quoi, parce que lui il se considère vraiment comme fan. Il a la collection de bandes dessinées la plus grande aux États-Unis. Et je peux vous assurer que quand vous êtes devant Batman numéro 1, vous tremblez. Détective Comics. Parce qu'il en a 60 000, je pense, de comics chez lui. Et bon, je suis en train de vous spoiler la dernière scène du film, là, je devrais pas. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est quelqu'un qui est un collectionneur à la base. Il collectionne même les flippers. Il a 14 flippers chez lui. Ce qui fait que pendant les pauses. Facile, ouais. Les porte-clés, ça prend moins de place pour le coup. Oh, je suis sûr qu'il a une collection de clés quelque part. J'ai pas fait tous les tiroirs. Mais pendant les pauses de travail, de tournage, c'était plutôt cool d'avoir 14 flippers. Je peux vous assurer que l'équipe était ravie. Vous étiez une équipe de combien d'ailleurs? On est une équipe, alors pour le tournage, là, on était 6. Ouais. Et après, en tournage quand on va aller dans les pays, et ce qu'on a déjà commencé à faire, on est 3 en général. Donc c'est une toute petite équipe, mais largement nécessaire. Okay. Là, tu aimerais tourner tout ça en 16 mm. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix de la pellicule? Ça me semble étonnant, tellement c'est. Enfin, je connais la qualité de la pellicule, mais maintenant on a du matériel numérique de très grande qualité, quand même vachement plus facile à manipuler et qui est plus adapté à du documentaire où on bouge beaucoup. Enfin, c'est son côté gondry. Et parce que sinon, tu ne peux pas vendre des morceaux de pellicule pour les. C'est ça. Tout était pour le crowdfunding. Ah, bien pensé. Dans le choix technique, justement, voilà, d'où est-ce qu'il vient? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours à chaque projet, c'est de savoir voilà dans quel format on va le tourner, et même au-delà d'une pellicule numérique, quelle va être la taille du cadre, tout ce genre de choses sont des questions qui sont à la base du projet, sinon on est perdu. La pellicule c'est venu très très vite. Pourquoi? Alors c'est pas une question de qualité d'image, parce que c'est comme si on comparait de la peinture à l'huile à de l'aquarelle. Bon, les deux se valent, c'est très joli, c'est deux techniques différentes. Maintenant, la question de la pellicule, c'était pour se rapprocher au plus possible des comic books des années 60 qui ont un grain très particulier et justement, c'était pour faire revivre ce grain à l'image. Surtout quand c'est 10 mm, il y a un peu de grain. Quoi. Oui, ah oui, il y a clairement du grain. Non, sinon on l'aurait fait en 35 si c'était pour la qualité. C'est encore un autre budget. Oui, c'est clair. Mais l'idée aussi, c'était de se dire bon, on va avoir des dessins à l'écran pendant un certain temps. En numérique, ça aurait été chiant parce que une image lisse, figée, ouais. Ça aurait été des photos, quoi. Et du coup, bon, dans un cinéma, c'est pas très intéressant. Là, le dessin, il vit. Quand on a fait les projections de test, on s'ennuie pas un seul instant. On a vraiment parce qu'on a tous les portraits là, on a 1h30 de film déjà aujourd'hui, et quand on le voit, c'est vrai que bon, on les voit pas passer parce qu'il y a cette vie à l'image. Et je finirai juste sur la pellicule parce que j'ai fait pas mal de films en péloche et quelques aussi pas mal en numérique forcément. Ce que j'ai remarqué à force de projection, c'est que le numérique, comme il est assez froid, enfin assez réaliste, du coup il y a une distance qui se crée forcément avec le spectateur qui dit un petit peu bon c'est réel, allez vas-y montre-moi ce que t'as. Alors qu'avec la pellicule, comme ça bouge, c'est vivant, etc. On se penche un peu en avant et du coup on est beaucoup plus actif. Et pour un documentaire comme ça, je voulais avoir des spectateurs actifs. Je suis complètement d'accord avec toi quand tu compares ça avec des documentaires animaliers. Le documentaire animalier qu'on fait maintenant, donc tout en numérique pour la plupart du cas, ça perd du charme. Moi, j'étais gamin, je me régalais chez ma grand-mère à regarder les reportages animaliers et il y a effectivement quelque chose de plus vivant. Tu sais pas à quoi ça tient.
en tout cas moi je ne sais pas à quoi ça tient, mais il n'y a pas ce... y a La nostalgie. La nostalgie peut-être, effectivement, la Madeleine. Mais en attendant, ça fonctionne. Et c'est vraiment intéressant de fonctionner encore en péloche pour ça. C'est, je pense, un bon choix. Bon, outre le côté... on va vendre des petits morceaux de pellicule qu'on va garder encadrés à la maison. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la pellicule, moi je disais justement, j'ai travaillé pas mal aux États-Unis, c'est encore une norme aux États-Unis. En Europe, surtout en France, on a arrêté, mais il y a pas mal de pays européens qui continuent. Mais aux États-Unis, moi je sais que 50% de la production est encore en pellicule. Et on parlait de documentaires animaliers, les documentaires de sport, notamment de football américain, sont encore tournés en 16 mm. Et c'était assez magique de voir ça à la télé. Alors, je suis pas du tout fan surtout de football américain. Attention à ce que tu dis, parce que alors là, pour le coup, Thio, lui, est grand fan de foot américain devant l'éternel. Bon, alors je ne vais pas continuer cette phrase, mais ce qui était magnifique, c'était les petits moments en 16 mm, c'était vraiment magique. Bon, si tu en as d'ailleurs, si tu peux en ramener des États-Unis, je te présenterai quelqu'un qui en veut là. Tu vois, tout de suite, je le vois, il a les yeux qui brillent là. Alors, justement, sur le crowdfunding, là, maintenant que il est bien avancé, si tu arrives à avoir, on va dire, moult argent, tu vois, un petit peu, on va dire, 1/10 de la fortune de Picsou, quel serait, ton truc le plus fou pour le documentaire, quoi? C'est une bonne question, mais en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de le faire pour que le crowdfunding arrive, soit pas facultatif, bien évidemment, parce qu'on en a besoin pour finir ce film, parce que c'est un film sur les fans à la base, mais j'ai tout fait pour qu'on arrive à un stade où on puisse avoir un film à montrer quoi qu'il arrive pour le 70e anniversaire, et donc si ça ne devait être qu'avec Don Rosa, ça ne serait qu'avec Don Rosa. Donc j'ai jamais réfléchi en me disant tiens, voilà ce dont je rêve, et bon, on peut pas le faire, tant pis. J'ai toujours fait bon, je rêve de ça, on va le faire. Voilà. Donc là, je peux pas vraiment répondre. Ce que j'aurais aimé, mais qui est impossible, c'est de tourner avec une autre pellicule que celle avec laquelle on travaille. C'est une pellicule Fujifilm avec laquelle on a commencé le film, sauf qu'entre-temps, Fujifilm s'est effondré et a décidé d'arrêter de faire de la pellicule. Et donc, du coup, on a dû passer à Kodak en plein milieu. Donc, si j'avais eu la Vivid Eterna 160T pour tout mon film, j'aurais été ravi. Mais je crois que ça doit parler à 12 personnes sur cette planète. C'est très pointu, je crois. Tu viens de passer une annonce, maintenant les gens vont pouvoir te la vendre une fortune, c'est bien. Non, si vous voulez soutenir le projet, donnez de la Vivid Eterna. Après, le petit rêve, je dois avouer, c'est que si on arrivait à avoir David Tennant qui va jouer le rôle de Picsou pour la prochaine bande à Picsou, ce serait un très 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 bon invité dans ce documentaire. Là, il y a le deuxième qui est en train de briller, parce que si tu veux, c'est un grand fan là aussi. Pour le coup. Y a-t-il des Wouvian dans la salle? Il y a toi. Voilà. Au-delà du Wouvian, David Tennant est exceptionnel. Oui, c'est lui qui fait c'est le meilleur docteur. Oui, en plus, c'est le meilleur docteur. Il a un poster de lui au-dessus de son lit, aux grandes dames de sa femme. On va parler d'argent, justement. Vous arrivez à vous payer sur ce projet? Ah, mais voilà, c'est les questions, tu vois. Écoute, il mange de la pellicule. Elle est bonne, la pellicule. J'ai préféré la Fuji, mais tant pis, on aura de la Kodak. Attendez, juste, je vais déposer cet audio aussi à l'INPI parce qu'il était très très bon. Non. L'idée de départ, c'était de le vendre à une chaîne ou à des distributeurs. On a toujours ce rêve-là, mais bon, vous savez ce que c'est, les producteurs sont les derniers à être payés sur un film, donc jusqu'ici non, mais peut-être un jour, c'est un beau rêve. Oui, c'est vraiment la diffusion et l'avenir du film qui décidera de si vous allez gagner des sous ou pas, en fait. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on avait une boîte de prod, on avait cet espoir. Enfin, on avait cet espoir, on savait qu'on serait payé. Mais à partir du moment où elle a fait faillite, a priori, tout partait en fumée avec ça. Et en fait, la question, l'avenir entier du projet, c'est joué à ce moment-là. Parce que si les fans ne nous avaient pas soutenus en votant, on n'aurait pas continué. Et ce que ça nous a montré, c'était pas tant l'argent que ça a apporté, c'est surtout de se dire, on a des fans qui attendent le film, pas tant qui veulent, voilà, qui sont intéressés parce que c'est Picsou, etc. Mais des gens qui nous écrivaient, qui envoyaient des messages pour dire,
on veut voir ce film. Et c'est ce qu'on voit un peu sur le crowdfunding, justement, quand on regarde les stats, parce que je fais que ça depuis, depuis le début du crowdfunding. On voit, en fait, la récompense qui a le plus de succès, c'est celle où, en fait, on vous offre le film, en fait, une fois qu'il sera fait. Et donc, c'est pas tellement, en fait, toutes les petites récompenses qu'il y a autour, même s'il y en a des très très bien, je tiens à dire. C'est vraiment, les fans sont vraiment intéressés pour voir le film, et ça fait chaud au cœur et plaisir de voir ça. Et j'espère que. Et c'est ça qui nous fait continuer, en fait. Exactement. C'est vraiment ça qui nous fait continuer, c'est de se dire bon, bah maintenant on a un public, ils veulent voir ce film, bah, on va le faire. Exactement. Alors, Vous avez failli finir comme Lost in La Mancha, quoi, finalement. Lui, il va se faire pour de coup. Non, mais lui, il est fait. Maintenant, il est juste en procès avec les nouveaux Non, producteurs. il est tourné là. Il est tourné. Non, il est en procès avec les Ah. nouveaux Mais il est en producteurs procès parce qu'il y a des soucis. Ah, mais c'est le film de la loose. Hein. Tu vois, finalement, il serait passé par une fanbase pardon, active sur Kickstarter. Ils auraient eu les financements, ils se seraient affranchis des prods, ils auraient été tranquilles. Guillaume pourrait le faire. Ouais. Oui, je pense que c'est l'esprit. Ouais. Mais le problème, c'était pas l'argent, c'était en fait les Oui, droits. les droits. C'était les droits sur le film qui étaient compliqués. Alors du coup, maintenant, on va dire, voilà, le projet est presque mené à bout. Le documentaire fera quelle durée, et du coup, pour une date de sortie, une diffusion, ce sera où, quand, comment? Alors, ce sont toutes de très bonnes questions, je vais essayer d'y répondre au mieux. Il y aura 2 versions du film. Il y aura une version de 2 heures, qui sera une version cinéma, et on est en train d'essayer de la pousser pour qu'elle puisse sortir au moins une semaine en exclusivité dans certaines villes et dans certains pays. Et une version plus télé en 2 parties d'1h30. Donc c'est un documentaire long, mais qui vaut le coup. Et pour ce qui est de la diffusion, nous on espère Netflix, mais bon, je peux pas vous dire toutes les discussions qu'on a en ce moment, et donc on verra ce qu'il en sera. Mais en tout cas, dans les souhaits, effectivement, c'est une sortie en salle, parce que c'est un film qui doit se voir en salle. Il a été tourné comme ça. Et après, pour le plus grand nombre, une diffusion en streaming sur Internet serait un bonheur. Une télévision, d'ailleurs, aussi. Oui, mais enfin, aujourd'hui, la télévision, c'est Netflix. Oui. Bah, surtout pour le documentaire, oui. Ils sont quand même plutôt pas mal. Donc là, si on donne des sous sur le Kickstarter, qu'est-ce qu'on peut avoir et pour combien? Allez, Bah, Margot. je vais laisser Margot dire. Allez, Margot, c'est ton moment de Il faut vendre vendre tout. maintenant. Alors, faut que je retrouve toutes les récompenses. Tu ne les connais pas par cœur? Ah, Je croyais que tu les répétais dans ton sommeil. Bon, alors, la récompense de base, on va dire, qui commence à 5 euros, en fait, c'est un remerciement chaleureux de toute l'équipe. Et un mème. On vous Et un fait un mème. mème. Oui, un mème avec Un mime. un mime, Avec Don Rosa. un mème avec Don Rosa. On a une super photo de Don Rosa, en fait, et on s'amuse à écrire votre nom dessus, et puis ça, c'est drôle. Voilà, donnez 5 euros. Oui, parce que même donner 5 euros, c'est déjà montrer qu'on soutient le projet. Exactement. Mais c'est ça, exactement. c'est ça, Et, c'est ça. Et c'est voilà, les petits gestes comptent aussi. Après, je vais en sauter quelques-uns, mais celui donc qui a le plus de succès, c'est celui à 35 euros et qui contient du coup la copie du film, soit en Ouais, c'est une copie digitale à Voilà. la base si on n'atteint pas les 50 000, mais si on atteint les 50 000, pouf, la copie digitale se transforme en DVD. Enfin bon, vous avez les deux, on vous envoie donc un fichier, et en plus on vous envoie le DVD. Et C'est si pas incroyable. si on veut le Blu-ray, faut atteindre combien? Ah, c'est la grande question. Eh bien, le stretch goal du Blu-ray sera à 65 000. D'accord. Voilà. Ouais, c'est Donc, faisable. Une fois qu'on a passé 50 000, 65. voilà, c'est ça. C'est une Bon, broutille, je veux dire. ce n'est que la moitié que ce qu'on demandait au départ. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, juste pour la contribution à 35 euros, qui s'appelle Gontran Bonheur, c'est qu'elle est en early bird pour le moment. Il n'y a plus que 2 jours pour l'avoir avant qu'elle passe à 42. Sauf qu'on sera diffusé un peu trop tard. C'est bien pour ça. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit code pour vos auditeurs si jamais ils voulaient quand même l'avoir à 35 euros au lieu de 42. Ah, oui, ça, c'est top, c'est ça. super bien, ça, oui. Donc comme ça s'appelle Gontran Bonheur, et en fait donc c'était Early Bird, et la prochaine sera Gontran Bonheur n'a plus de chance. Si les gens nous mettent 35 euros
et nous envoient un petit message en disant mais Gontran Bonheur a toujours de la chance, et ben on les mettra dans le tas. Ils auront la contribution. Voilà. Donc ils ont quoi? Ils auront la récompense avec le film DVD si jamais on atteint le stretch goal, la copie digitale, mais aussi le nom dans les crédits. Le nom dans le générique. Dans le générique. Et des cartes postales et des petits pins. Exactement. C'est quand même cool. C'est quand même Oui. top. Très cool. Voilà. Excellente initiative. Merci. Merci beaucoup, oui. Après, on arrive sur les choses sérieuses. Au niveau Oui. des récompenses. Bah alors, donc à 75 €, on a justement, vous en avez parlé, c'est ce petit morceau de pellicule. Donc ça, c'est en stock limité. On en a, il en reste 26, je vois maintenant. Donc il va falloir se dépêcher. Faut se dépêcher. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient d'une pellicule. C'est la dernière pellicule qu'on a utilisée qui filme Enfin non, c'est la première pellicule qu'on a utilisée, mais du dernier portrait du Picsou que tout le monde connaît. Et donc du coup, on va découper toute la bobine qui a filmé Don Rosa en train de dessiner le Picsou que tout le monde connaît. Donc c'est pas des images de merde qu'on vous donne. Voilà. C'est pas Don Rosa aux toilettes, Don Rosa met ses chaussures, Don Rosa monte à l'échelle, Le Rosa en charentaise. Don Rosa en charentaise, Don Rosa boit son café, Don Rosa crache son café. Alors ça, on a les audios de tout ce que vous venez de dire, puisqu'il a gardé son micro-cravate allumé pendant qu'il faisait tout. Et donc du coup, si vous voulez, on peut faire une récompense spéciale. La récompense, c'est scatophile. Ouais, c'est ça. Dans l'intimité, in bed with Don Rosa. Ce sera le making of. C'est ça. Je suis pas sûr que ce soit aussi vendeur que Madonna, mais bon, écoute, ça peut se tenter. Donc, et après, on passe à la contribution de 150 € ou plus d'ailleurs. Là, il s'agit d'une bande dessinée de la collection personnelle de Don Rosa, donc qui est évaluée entre 3 $ et 50 $. Ça peut être Un magazine, voilà. Une bande dessinée souple, une bande dessinée reliée. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de petits, petits trésors qu'il a chez lui, envoyés par les éditeurs de ses propres histoires ou d'autres histoires de Picsou. Et voilà. Et en fait, cette bande dessinée, elle va être signée par Don Rosa, tamponnée par nous, l'équipe du film, et voilà. Et ça sera aussi une bande dessinée en fait qui sera dans une langue étrangère. Donc, si par exemple vous êtes français, vous n'aurez pas une bande dessinée en français, ça sera d'une autre. C'est pour être sûr que vous l'avez pas déjà en fait. Exactement. Parce que si Voilà. Bien vu. quelque chose que vous avez déjà, bon bah c'est Ça pas serait terrible. dommage. Alors que c'est quand même cool d'avoir une édition de la jeunesse de Picsou en anglais quand même. Ou en suédois d'ailleurs. Ouais, mais en anglais c'est plus cool parce En qu'on sait anglais, lire Parce l'anglais. que le suédois, ou le finnois, c'est quand même plus chaud à lire, quoi. Quand j'ai été en Norvège, j'ai acheté de la BD norvégienne et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Merci Pierrick pour ce moment de partage culturel. Voilà, je vous le dis, c'est pas facile. Hein. Mais t'as les images, c'est l'avantage. Ouais. Alors pour la prochaine contribution, Ouais, celle-là on vient de la elle lancer. vient de la lancer, donc parce que on avait eu beaucoup de succès sur les dessins, des petits dessins originaux de Don Rosa, qu'il a bien voulu faire spécialement pour le crowdfunding. Elle a eu tellement de succès cette récompense que on en avait plus. Du coup, Don Rosa. Oui, Voilà. nous a harcelé d'emails pour nous dire je vous en fais plein. Donc on était là, ok, cool, pas de souci, vas-y, éclate-toi. Il nous a dit je vous en fais 38. Et là on s'est ah ouais 38, d'accord, ok, bon bah du coup on va en mettre 38. Donc c'est un pack qui comprend donc ce dessin du Don Rosa, du du Picsou, du Yukon. Voilà, le célèbre portrait, mais aussi le CD dédicacé par Tuomas Holopainen de la musique inspirée de la jeunesse de Picsou, et également une petite pépite d'or pour donc faire écho aux histoires de Picsou, donc une véritable pépite d'or entre 18 et 22 carats. Et elle est cool. Enfin, elle est pas bien grande, mais ça arrive dans un petit écrin et tout. Enfin, vous avez fait un petit truc numéroté. Voilà. Et après, Ça c'est classe. Franchement, ça c'est le truc classe.
Et en plus, ça s'appelle le pack chercheur d'or, donc voilà, vous avez tout le truc pour être un vrai petit chercheur d'or ou un grand chercheur d'or, quelle que soit la taille. Il y a le billet d'avion aussi pour aller aux États-Unis ou pas? Ah, ça, c'eût été bien. Et du coup, on vous fait voyager avec la pépite, puisque je crois qu'elle vient du Canada, là où Picsou a trouvé la grosse pépite Ouais, qu'il. le Klondike. Ouais. Après, je crois qu'on a une contribution qui était à la portée de tous, de tous les porte-monnaies. C'est la dernière. Hein. C'est C'est celle pour 3000 de. ou plus. Voilà. Plus, bien sûr, parce que j'espère qu'il y a des mécènes parmi vos auditeurs. C'est surtout du mécénat, en fait. Oui, là, Ce qu'on demande. là, on y est, là, oui. Et donc, ce pack, il inclut 2 tickets pour la première du film, donc en décembre. Voilà, et c'est tout. Non. Non, mais il te, Alors, faut- le il te fait fournissent le pass Navigo avec. Ouais, hein. c'est ça, c'est comme les tickets en or, tu sais, que tu chopais dans Charlie la chocolaterie, là. Non, mais je comprends pourquoi Morgan a trouvé quelqu'un pour s'occuper du crowdfunding, parce qu'il est pas très doué pour vendre ses trucs. Bah, c'est-à-dire que pour 5 euros, il mettait la pépite, et pour 3000 et plus, il mettait un ticket de cinéma. Forcément, il y a un truc qui marchait moins bien. Alors, on a quoi en vrai pour 3000? En vrai, on a un des 12 portraits qui a été créé par Don Rosa spécialement pour le documentaire et qu'on voit donc justement à l'écran en train de le faire. Donc c'est des portraits qui font à peu près 42 cm de haut. C'est des très grands portraits, les plus grands en fait qu'il ait jamais fait. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel et ça se trouve pas partout, même si voilà. C'est Non, vrai que ça se trouve nulle part d'ailleurs, Voilà. puisqu'ils sont uniques. Même si c'est sur un papier de merde, je veux dire. Oui, voilà. Mais pour le coup, c'est encore plus unique. Tu vas Voilà. pas le trouver ailleurs, puisqu'il n'a jamais dessiné sur ce papier de merde. Alors, ce qu'il faut savoir sur le papier, c'est qu'en fait, Don Rosa dessine sur un papier qui coûte 500 € les 10 feuilles. C'est pas du c'est papier le- de merde. c'est donc un papier que même moi, je n'ose pas le toucher. Je me dis, bon, on sait jamais, je vais faire une trace de doigt. Voilà. Nous, le papier ne coûtait que 70 € les 20 feuilles. Donc bon, c'est vrai qu'on pouvait pas vraiment se comparer à ça. Mais ça reste quand même du très très bon papier. Ah oui, non, oui. Non, mais ça 500 € les 10 feuilles. Mais oui, c'est sûr que forcément, tu lui proposes n'importe quoi à côté, il a l'impression de dessiner sur du sopalin, quoi. C'est ça. Du PQ, je crois qu'à ce niveau-là, on parle de PQ. Ouais, tu vois, je reste poli. Vas-y, dessine sur l'éponge, là. Mais oui, ça va baver, c'est dégueulasse. Oui, mais en même temps, ton papier coûte trop cher. J'ai vu que on peut aussi vous soutenir en utilisant une des fonctionnalités bêta de Kickstarter en vous donnant un coup de main. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire on pour a besoin. Mais moi, j'ai proposé tout à l'heure, hein, je tiens la perche, je Non, prends le parapluie. En faisant un truc utile. Non, c'est la traduction qui vaut, je crois. On a besoin d'interprètes en fait, parce que l'idée de ce film, c'était donc de montrer qu'il y a des fans partout dans le monde, et même s'ils parlent tous l'anglais, moi je veux qu'ils parlent leur propre langue, pour qu'on se rende bien compte que c'est un personnage qui voyage. international. Mais malheureusement, je ne parle que l'anglais et le français. Finlandais. Moi, je peux l'aider sur l'espagnol, mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Donc, du coup, on cherche des gens dans chaque pays, qui vont parler ces langues et qui peuvent nous aider à traduire l'interview en direct, qu'on puisse savoir un peu de quoi ça parle, même si, bon, on va faire les entretiens d'abord par email et par Skype pour savoir exactement ce qu'on va dire dans ces entretiens. Mais c'est vrai que sur place, ce serait bien d'avoir des gens qui parlent les langues. Donc s'il y a des gens, je ne sais pas, qui écoutent ce podcast à travers le monde et qui, pour une raison X ou Y, comprennent parfaitement bien le français, et ben on prend des traducteurs en Égypte, en Islande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Angleterre. Non, si en Angleterre. On a besoin de quelqu'un qui parle l'italien en Angleterre parce qu'on aime bien mixer les choses. C'est comme on a besoin C'est chelou ton histoire. d'un interprète islandais en Finlande. Ouais, donc on aime bien mixer un peu les choses. D'accord. Bon, en même temps, s'il y a des Suédoises, des Norvégiennes et des Finlandaises qui nous écoutent, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Sans souci. L'adresse. Ça, c'était un message perso, précisément. Message perso, pardon, excusez-moi. C'était pas la rubrique petit message perso. Voilà, on a Ellie Simoun avec nous, tu vois. Si tu veux blonde à force le poitrine. Voilà, super. Ça fait... Non, je suis vraiment content d'être ton ami. Ça va, ta femme est pas blonde. Ok, bah c'est très très beau projet. Enfin moi, j'ai pas encore mis les sous, mais je vais vite le faire parce que voilà, j'étais en train justement de regarder les 42 heures restantes et je me disais, oh mon dieu, plus que 42 heures, faut vite que je mette des sous.
Mais non, vous avez le code maintenant. Ouais, Bah oui, maintenant que j'ai le code, magique. c'est Ah ouais, génial. tout va bien. Oui, Enfin, bon, le faites pas le 1er juillet parce que ça servira à rien. oui, voilà, non, voilà, il y a une durée limitée. Sur la diffusion derrière du film, justement, tu sous-entendais que peut-être Netflix, mais c'est compliqué. Peut-être dans des cinémas, j'imagine, bah, il y a plein de cinémas un peu à réessayer en France qui pourraient être intéressés, je suppose. La télé, vous avez déjà commencé, j'imagine, à prospecter à ce niveau-là. Vous avez des pistes un peu sérieuses? Bien sûr. En fait, la première télé qui était intéressée, c'était la Yle, qui est la chaîne nationale en Finlande. Puisque, comme je disais, ils ne parlent que de Picsou en Finlande. Et donc, du coup, ce seraient eux nos premiers diffuseurs, a priori. Mais tout dépend. En fait, en télé, comme je vous le disais, nous, France 3 nous a dit que le sujet n'était pas français, donc qu'ils n'en voulaient pas. France 2, pareil. Enfin bon, je vais pas vous faire toutes les chaînes qu'on a contactées, mais Arte. D'ailleurs, si Ali Delici nous écoute, qu'il réponde à ses emails. Non, Arte en fait était intéressé plus sur un documentaire qui ne parlerait que du personnage. Sauf que pour moi, on ne peut pas parler du personnage sans parler des fans, parce que même Karl Barks, quand il l'a créé, était un amateur complet. Il n'était pas du tout dessinateur à la base. Il vient d'un background de fermier, et donc du coup. Toute l'histoire qu'il y a derrière ce personnage se passe quand même énormément chez des gens qui n'ont pas forcément d'aptitude artistique et qui se sont réappropriés ou qui ont créé ce personnage de canard qui a su émerveiller le monde. Et donc du coup, faire un documentaire juste factuel en disant il a été créé en décembre 47, blablabla, ensuite c'est devenu un personnage à part entière Disney, blablabla. Bon, c'était pas très intéressant à faire avec une voix off. Donc du coup Arte n'était pas très intéressé sur un documentaire sur les fans. Mais peut-être que quand ils le verront fini, ça changera peut-être les idées. Peut-être. Et contactez Besson, qui pour le coup, lui, est un fan de bande dessinée. On le sait en ce moment avec Valérian, qui est là. Il paraît qu'il a un petit peu de diffusion et un petit peu de poids au niveau national et international. Juste lui envoyer un petit mail comme ça, vous avez tenté? Alors moi je vais prendre son email si vous l'avez. Oui, je vais voilà. juste Alors, attendez, dites-moi, voilà. c'est Luc. @besson.com. C'est Lucky Luke. C'est luckyluke.besson@luckyluke.besson.besson. Parce qu'il a son nom de domaine tout entier, même le pays. Point Besson. Ouais. Oui, le pays c'est Besson. C'est ça, Bessonland. Non, on adorerait d'ailleurs s'il écoute, qu'il n'hésite surtout pas à Le nous dire, faire. parce que Déjà, s'ils nous écoutent, qu'ils nous le disent, ouais, ça fait très très plaisir à nous aussi. parce que voilà, on a eu droit à une superbe interview de Mézières, hein, Ouais. et qui est en train, qui nous a pas dit que le film était sur les rails. Il nous l'a sous-entendu très fortement. Oui, il a sous-entendu. Je pense qu'il avait beaucoup de clauses dans son contrat qui Voilà. faisaient que. Mais oui, ce serait pas mal. Ouais. Non, nous on aime, nous on attend que. Mais après, ce qui est bien avec le crowdfunding, c'est que c'est une énorme opération de communication et que du coup, le film se fait connaître parce que ça fait 2 ans qu'on l'a. Non, ça fait 1 an. Ça ne fait qu'1 an qu'on a présenté la bande-annonce à Angoulême. Mais du coup, oui, depuis 1 an et demi, on booste pour que le plus de gens connaissent le projet, sachent qu'on existe, sachent qu'on est en train de faire ça, et qui sait, si ça intéresse un producteur à un moment donné, nous, on est toujours preneurs. Hein. Je pense que c'est bien d'arriver à se faire connaître pour le coup, parce que c'est encore une fois, voilà, ça peut être un hasard que de quelqu'un qui a de l'influence soit au courant. Et voilà, je prends l'exemple de Besson, mais je suppose qu'il doit y avoir d'autres personnes Bien sûr. qui sont un peu dans le même cas de figure. J'ai entendu dire que Ron Howard était en vacances dans le nord en ce moment, du côté en France. Bien sûr. Non mais sérieusement, en plus. Écoutez, on va le stocker. Je suis sûr qu'il sera ravi Voilà. avec des panneaux canards, avec des Picsou, etc. Voilà. Voilà, non mais Ron Howard the Duck, c'est de pouvoir faire un truc, quoi. Ouais, t'as raison. Ouais. J'ai pas voulu la faire quand t'as dit Ron Howard, mais je l'ai gardé en tête. Je me suis dit non, c'est pas possible. si, il l'a fait. Voilà. On va terminer cette petite émission en vous demandant notre question traditionnelle. Quelle a été un petit peu votre dernière découverte en bande dessinée, votre dernier coup de cœur, même si c'est quelque chose d'ancien, vraiment le truc qui vous a marqué. On va commencer par Margot. Margot, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué récemment? Ou pas.
Bah, on va commencer par Morgane. On va commencer par Morgane. Ok, moi je vais donner. Je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais j'apprécie le geste. Mais... Non, moi c'est Sandman de Neil Gaiman que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert parce qu'il y avait des gros des grosses reliures aux États-Unis qui existaient. Alors je sais pas du tout si vous connaissez Sandman. Je suis fan. Oui, on connaît. C'est pas très bien. Mais du coup, ouais, c'est comme j'ai découvert et j'ai acheté les éditions annotées, qui sont des éditions en noir et blanc où il y a sur les côtés un gros travail de recherche qui a été fait. Et bah, j'ai été bluffé. Là, j'en suis à la toute fin aux 4 derniers numéros. C'est très bouleversant. Il y a Pierrick qui est en train de verser une larme, je C'est crois. ça, parce que là, il se dit ce serait trop bien. Moi, j'aimerais trop les avoir. Non, mais j'ai déjà 4 éditions de Sandman chez moi et je pense que je vais avoir des problèmes au bout d'un moment. Ouais, je pense que sa femme, elle va un peu faire un grand barbecue, un de ces quatre. Ouais, c'est ça. Ça va pas être bien. Genre, ils ont refait les couleurs. Elles sont quand même vachement mieux que les vieilles. Non. Bah. Il y en a partout. En fait, on est envahi autour de bouquins dans la pièce où on enregistre, là. C'est Voilà, c'est donc limite il va malsain. falloir faire attention. Margot, Du coup. il t'a pas laissé beaucoup de temps. Hein. Je vais dire Picsou honnêtement parce que bon, même si c'est pas si récent que ça, je vais dire Picsou parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué et ce que j'ai découvert en fait. Je sais pas, j'avais peut-être des a priori un peu d'enfant et puis vraiment en fait, je pense dans la jeunesse de Picsou, le chapitre en Australie, c'est vraiment, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'ai vraiment adoré tout cet univers-là et puis je sais pas tous les détails que Dorosa met dans les choses, c'est un plaisir à aller chercher en fait tous les petits détails et puis les significations en fait aussi de tout ça parce que ça a du sens au-delà du simple divertissement en fait. Bref, la relecture à l'âge adulte est intéressante aussi. Oui, quoi. puis il y avait une profondeur dans le. Enfin, pour revenir sur celui-là, il y a une profondeur avec genre le passage Goldie. Ah, pardon. Il trouve une opale et il la repose. Il trouve une opale en Australie, et donc Picsou, et finalement la repose alors qu'il pourrait devenir très très riche. Et finalement, on se dit bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de devenir aussi riche d'un coup comme ça Finalement, pas tellement. Non, puis le passage Goldie qui est magnifique, les clins d'œil cinématographiques du Citizen Kane, la totale, quoi. Ça reste une œuvre majeure. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'Indiana Jones. Don Rosa, c'est quand même un petit peu Spielberg sur certains trucs parce qu'il a créé des personnages qui étaient Indiana Jones 10 ans avant que ça existe. Il a toujours été baigné là-dedans et il ne pense quasiment que cinématographiquement. Et c'est vrai que c'est pour ça que le documentaire est tombé sous le sens parce que même s'il a jamais fait d'études de cinéma, lui en a toujours rêvé. Quand il dessinait, il écoutait des bandes-sons de films de Bernard Herrmann et compagnie pour s'inspirer, pour être dedans. Comme vous le dites, il y a du Citizen Kane, il y a The Ghost and Mrs. Muir à la fin quand il y a la mort des parents de Picsou. Enfin, il y a pas mal de scènes de films qu'il a transposées en bande dessinée. Et c'est quelqu'un qui ne pense qu'en cadre. Donc c'est une belle rencontre que ce film entre ce dessinateur et puis nous notre savoir-faire cinématographique parce qu'au final il savait déjà quoi. Oui. Et puis même scénaristiquement, il a pu parler de certains tabous de chez Disney, la mort des parents. Voilà, comment ça se fait qu'il y a que des nièces et il n'y a jamais de parents chez Disney. Il y a que des nièces et des neveux quoi. Oui. Et bon, je crois qu'on va se quitter désormais après cette super émission et en vous souhaitant. Est-ce que je peux vous poser des questions juste une Ah ouais. Parce que vous avez demandé quelles étaient les bandes dessinées qui nous avaient le plus marqué, mais vous dans Picsou, quelles sont les histoires qui vous ont le plus marqué? Waouh. Oh là là. Alors, moi, dans Picsou, c'est dans la jeunesse de Picsou que j'ai redécouvert. Donc, quand ils l'ont ressorti en intégrale, c'était en 2014. 14. Oui, Glénat, belle édition d'ailleurs. Magnifique. En fait, le passage qui m'était déjà resté en mémoire, on va dire, d'enfant, c'était le premier passage au Klondike de Picsou. Mhm.
où il se fait sa propre mine, où il se bagarre avec tout le monde, enfin, où on a un Picsou un peu sombre, quoi. Ouais, moi, je reste dans la jeunesse du Picsou aussi, parce que c'est vrai que c'est ce qui aussi nous a encouragé à vous contacter pour cette émission. Moi, c'est tout le passage autour de Goldie, en fait, qui montrait une profondeur dans le personnage, qui au-delà du côté très aventure, très 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 fun de Picsou de façon globale, arrivait à avoir vraiment une finesse dans le propos, à parler d'amour, à parler de rêves brisés, de jusqu'où je suis prêt à aller pour accomplir mes rêves. Mais quelque part, je crois que le plus beau moment en fait de la jeunesse du Picsou, c'est quand il est terré dans son coffre et qu'il y a ses neveux qui débarquent. Parce que c'est vraiment un redémarrage et c'est boucler la boucle avec le travail de Karl Barks, dont Don Rosa est un grand fan. Et c'est s'ouvrir vers toutes les aventures qu'on allume môme, qu'on retient pas forcément, parce que c'est des trucs qu'on lit comme ça à gauche à droite, mais qui insidieusement nous marquent. Voilà. C'est beau ce que vous dites. Ouais, merci. Moi, j'ai pas un épisode à proprement parler. C'est en fait, toujours dans la jeunesse des Picsou, la découverte des origines des personnages annexes, c'est-à-dire comment est-ce que la rencontre se fait avec le père de Géo Trouve-Tout, la première apparition avec les frères Raptou et l'histoire avec le bateau transborder, là, le petit truc qui fait teuf là, à vapeur, Le bateau à la vapeur. création du coffre là, de je sais plus 3000 mètres cubes ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est la genèse, l'origine de tous ces éléments-là qui étaient de fait directement injectés dans les albums que je lisais quand j'étais gamin. C'est un peu la découverte de bon, alors tu vois, le monde il est comme ça c'est quand t'es gamin. Maintenant d'où ça vient? Et on fait ça à l'âge adulte et je trouve ça très rigolo parce que du coup ça rafraîchit les souvenirs, ça les ravive et en même temps ça donne une dimension un peu plus adulte parce qu'on a les explications, on a le pourquoi du comment. Voilà, c'est tous ces petits moments là dans la jeunesse de Picsou où on comprend d'où ça vient. Ouais. Pareil, c'est beau ce que vous dites. Mais on est fan, ça aide. Et Tizak est le moins fan du groupe. Ah oui, carrément. Moi je suis beaucoup plus loin que les deux autres pour le coup, mais voilà, malgré tout, il y a quand même des choses qui reviennent. Clairement. Donc voilà, c'était un bon sujet. Vous avez fait un bon choix de sujet de film, je pense. Parce que voilà, ça marche avec nous, ça marche avec une grosse fanbase et voilà, je pense que ça augure de bonnes choses pour la suite, quoi. On espère. Justement, du coup, où est-ce qu'on peut vous suivre pour avoir d'autres infos sur le film et sur le documentaire et sur tout ce qui va suivre? Au CIC Île-de-France. C'est là-bas qu'ils passent le plus clair de leur temps. Merci, Non, au Tizak. CNC Île-de-France. Non, moi je conseille tout le monde de s'inscrire sur le site qui est de scroogemystery.com ou le mrpixou.fr. Là, vous trouverez une petite boîte de dialogue où vous pouvez envoyer votre adresse email et on vous inscrit automatiquement à notre newsletter. Ce qui vous permet d'avoir des infos sur quand est-ce que ça sortira, voilà, quand est-ce qu'il y a des crowdfunding, quand est-ce qu'on a besoin de votre argent, quand est-ce qu'il faut contacter toute votre famille pour nous envoyer 5 €. Mais aussi, ce qui est bien quand vous vous inscrivez sur ce site, c'est que vous recevez la bande-annonce un jour en avance, vous recevez les petites exclus. L'une des grandes avancées du crowdfunding, c'est qu'on l'a ouvert une journée en avance aux inscrits du site et en une journée, on était à 54% de notre premier objectif. Donc forcément, voilà, ça aide et quasiment toutes les récompenses limitées étaient parties. Donc si vous voulez des récompenses limitées, vaut mieux s'inscrire. Voilà. Mais sinon, Twitter, Facebook, voilà, vous Oui, pouvez Twitter, nous suivre effectivement sur les réseaux sociaux. On est assez actifs et ça fait plaisir aussi de voir que les fans aussi sont actifs sur ces réseaux et de pouvoir dialoguer aussi un peu avec eux. Oui, parce que comme on de vous. D'ailleurs, comme on le disait, comme les fans sont notre seule source de revenus entre guillemets, puisque c'est eux qui nous font plaisir pour qu'on continue à faire le film, plus on a de messages de fans, plus on se dit ça vaut le coup, allez, on y va, Et puis on va y essaie aller. d'en prendre soin de nos petits fans. Oui, quand même. Est-ce que ça peut être un argument je refais une question du coup, c'était pas prévu. Est-ce que ces histoires de fans, ça a un poids quand vous allez démarcher pour avoir des films? Bien sûr.
Bien sûr, mais c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on avait fait ce site aussi pour montrer qu'il y avait une base de fans. Mais comment dire, c'est pas assez quantifiable aujourd'hui pour pouvoir avoir un poids assez important. C'est-à-dire que Batman, il voit qu'il y a des fans. Parce qu'il y a des ventes, etc. Le problème, c'est que le merchandising sur Picsou, il y en a pas énormément. Quasiment aucun. Vous avez 3 figurines qui se battent en duel et à part Picsou Magazine, mais c'est la littérature jeunesse, donc on considère que les chiffres sont normaux entre guillemets. Donc comme il n'y a pas vraiment d'objets dérivés, on peut pas se baser sur des ventes, on peut pas se baser sur des chiffres et on ne sait pas si, ça a pas un poids d'acheteur assez énorme pour les gros producteurs avec un gros cigare qui seraient intéressés par ça. Ce que je trouve dingue, c'est que si on prend les ventes de la presse à l'époque de notre jeunesse à nous, ça montre quand même un public potentiel qui est énorme, qui est phénoménal. On sait que la presse, ça va moins bien, mais il me semble que tout ce qui est groupe Hachette Disney au niveau librairie, ça marche toujours pas mal. Ça doit être pas loin d'être les seuls, même, j'ai envie de dire. Oui. Mais nous, à l'époque, je veux dire, ça se vendait par millions, quoi, les Picsou Magazine. Tu t'imagines les personnes qui connaissent, quoi, qui pourraient être intéressées. Sans compter les gens qui auraient voulu acheter du Picsou, mais dont les parents leur ont dit non, quoi, clairement. Non, mais vous imaginez. D'ailleurs, il y a 12 documentaires sur Don Rosa en cours cette année. Non, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en France, on a du mal à assumer notre côté un peu déluré, un peu pop culture, un peu voilà, Picsou, ça fait pas sérieux. Et du coup, on se dit c'est une lecture de jeunesse, mais des enfants, ils vont pas acheter le film. Donc maintenant qu'ils sont devenus adultes, c'est passé et ils iront pas acheter. Alors que on essaye de montrer qu'au contraire, plus ils deviennent adultes, plus ils sont intéressés par ce personnage et ses aventures. C'est sûr. Bon, en même temps, imagine ta fille, toi, qui te demande aujourd'hui, papa, je veux m'acheter, je m'abonner à Totally Spies en BD. Bon, est-ce que tu aurais franchement envie de lui prendre un abonnement à Totally Spies en BD, quoi? Pas mal, Totally Spies. Si ça doit donner un documentaire sur les créateurs de Totally Spies 10 ans après, je sais pas. Voilà. voilà. Donc finalement, ne le fais pas. Finalement, il va dire oui pour qu'elle fasse pas le documentaire. Voilà. Ça. Ah, bien vu. Pour sauver le monde d'une catastrophe cinématographique. Achetez Totally Spies Magazine, ce sera le message de toute cette interview. Sinon, voilà ce qui risque de vous arriver. C'est comme dans le Voyageur du futur, en fait. Visiteur du futur. Visiteur du futur où il faut que la canette soit dans la poubelle, sinon c'est la fin du monde. Écoutez, je vous dis vraiment merci pour cet entretien avec vous, c'est vraiment super intéressant. On sent il y a de la passion. Vous êtes vraiment passionné par votre projet. Je vous souhaite tout le bonheur possible et toute la réussite dans celui-ci. Vous pouvez, pour nos chers auditeurs, nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles sur iTunes. Je vous rappelle qu'il y a une sorte de truc de ouf que Pierre a lancé dernièrement, c'était mettre votre BD humoristique en commentaire sur iTunes une fois que vous avez mis 5 étoiles. Ouais. Continuez. BD humoristique. Ouais. Courage, les gars. C'est trop. La jeunesse de Picsou, c'est humoristique aussi, hein. Ça rentre. Ouais. Tu vois, ça rentre. Donc merci Morgane, merci Margot, et bonne continuation à vous, à bientôt, et ciao tout le monde. Ciao, au revoir. Merci, c'était cool. Bad luck, she